Le 18 août 2024, une date destinée à rester gravée dans les annales diplomatiques contemporaines, non seulement pour les espoirs qu'elle a soulevés, mais aussi pour la désillusion qu'elle a engendrée. À la Maison-Blanche, l'atmosphère était palpable, chargée d'espoir et d'une méfiance à peine dissimulée. Imaginez cette scène historique. Le président Zelensky, visage de la résilience, faisait face au président Trump, à l'optimisme débordant, et au président Macron, représentant l'Europe unie et déterminée. L'objectif avoué de cette rencontre de très haut niveau? Discuter sérieusement d'un accord de paix pour le pays à l'ouest de la Russie, déchiré par un conflit dévastateur. C'était un moment suspendu dans le temps, où le destin de millions de vies semblait se jouer sur chaque mot prononcé, chaque geste échangé par ces dignitaires. Pourtant, alors que les pourparlers battaient à leur plein dans la capitale américaine, une ombre glaçante planait déjà. La dure réalité allait frapper fort, très fort, venant déchirer le voile de l'optimisme diplomatique. Question pour vous. D'où nous regardez-vous, pays et ville? C'était une réunion cruciale, un sommet de grande importance. Des leaders majeurs de la scène mondiale cherchaient une issue. L'ordre du jour était clair: obtenir un accord de paix solide, capable de mettre fin aux hostilités dévastatrices dans ce pays d'Europe de l'Est. Un progrès significatif a même été annoncé sur un point vital: la question des garanties de sécurité. Un consensus a-t-il réellement été atteint sur ce sujet épineux? Une feuille de route précise a été définie. D'abord, une rencontre bilatérale entre Zelensky et Poutine. Ensuite, une trilatérale, incluant Trump, pour sceller un éventuel accord-cadre. Puis, une réunion multilatérale plus large, ouverte aux Européens et potentiellement aux Turcs, pour façonner la sécurité de tout le continent européen. Mais la perfidie de l'agresseur s'est manifestée de la manière la plus choquante qui soit. Pendant que le président Trump était en conversation téléphonique directe avec Poutine, à la toute fin de cette réunion historique censée jeter les bases de la paix, l'armée russe a lancé une série de frappes aveugles contre des civils innocents dans le pays à l'ouest de la Russie. Des négociations pour la paix et des bombes sur des civils simultanément. Comment décrire une telle hypocrisie, une telle duplicité, une telle brutalité stratégiquement calculée? C'était une provocation flagrante, une preuve irréfutable de la mauvaise foi de l'agresseur. Question pour vous. Indiquez dans les commentaires de quelle ville, pays regardez-vous en ce moment. Ce qui s'est déroulé ce 18 août n'est pas un simple fait divers diplomatique. C'est un moment charnière qui pèse lourdement sur l'avenir de la sécurité mondiale. La question n'est plus seulement de savoir comment arrêter la violence dans ce pays d'Europe de l'Est, mais comment protéger l'ordre international tout entier, celui qui nous assure une certaine stabilité depuis la Seconde Guerre mondiale. Si la légitimation des gains territoriaux obtenus par la force brutale devient une norme acceptable, quelles seront les conséquences dévastatrices pour d'autres régions du globe? Pensons un instant à Taïwan, cette île sous la menace constante d'une annexion par la force. Le président Macron a été catégorique et sans détour, prononçant des mots d'une gravité exceptionnelle. Céder ne serait-ce qu'une parcelle de territoire à la Russie, ce serait la fin de l'ordre international tel que nous le connaissons. C'est un avertissement solennel, un cri d'alarme pour l'humanité. Chaque vie perdue, chaque ville détruite, chaque frappe russe sur des civils innocents, même pendant des pourparlers de paix, souligne l'urgence absolue d'agir, et vite. Comme l'a si bien dit le président Macron, avec une émotion palpable, nous voulons arrêter le meurtre. Mais comment espérer une paix durable, une paix qui ait un sens profond, sans garantie de sécurité robuste, crédible et vérifiable? Comment faire face à une partie qui semble incapable de respecter les bases les plus élémentaires de la confiance diplomatique? C'est un test de notre crédibilité collective, de notre capacité à défendre nos valeurs face à l'agression la plus flagrante et brutale depuis des décennies. Que devrions-nous vérifier dans le prochain épisode? Un chiffre, une déclaration? Par exemple, l'impact réel et mesurable des sanctions internationales cumulées sur l'économie russe. Les coulisses de ce sommet à Washington révèlent des approches nuancées, voire des tensions sous-jacentes et divergences stratégiques entre les leaders occidentaux. Le président Trump, connu pour son optimisme affiché
et sa propension à la négociation directe, a clairement exprimé sa conviction que Poutine veut conclure un accord et qu'il est prêt à s'engager. Il a même qualifié la participation américaine aux garanties de sécurité de nouvelle étape et d'excellentes nouvelles. Est-ce là de la simple naïveté face à un adversaire aguerri et rusé, ou une stratégie calculée pour mettre la Russie face à ses contradictions? D'un autre côté, le président Macron a montré un pragmatisme mesuré, voire un certain scepticisme réaliste, insistant lourdement sur la nécessité de maintenir une pression constante et des sanctions économiques dures. Selon lui, et c'est une analyse partagée par de nombreux observateurs, Poutine ne négociera jamais sérieusement tant qu'il pensera pouvoir l'emporter par la force brute sur le terrain. Cette divergence d'approche souligne les complexités au sein même de l'Alliance occidentale. Le président Macron a également révélé un détail crucial et peu connu du grand public. L'idée initiale d'un cessez-le-feu est venue du président Trump lui-même, dès février. Le président Zelensky l'a accepté dès mars. Mais Poutine, il a toujours refusé un cessez-le-feu. Ce refus catégorique et persistant pèse lourdement sur la responsabilité exclusive des hostilités qui continuent de ravager le pays. Les motivations profondes des acteurs sont complexes, souvent divergentes. Poutine cherche clairement à légitimer ses conquêtes territoriales illégales, obtenues par la violence inouïe. Il veut diviser l'Occident, briser son unité, épuiser le pays à l'ouest de la Russie et tester la détermination de ses alliés. Trump, lui, aspire à se positionner comme l'artisan de la paix mondiale, à revendiquer un succès diplomatique majeur et spectaculaire avant une échéance électorale cruciale. Il cherche une victoire rapide, facile, un titre de gloire. Mais comprend-il pleinement toutes les implications à long terme des cessions territoriales qui pourraient tôt miner? La sécurité future de tout le continent? Macron et les Européens, eux, sont guidés par une motivation plus profonde. Protéger la sécurité de toute l'Europe, qui serait directement menacée par une victoire russe totale. Ils veulent maintenir la crédibilité de l'ordre international, éviter que ce pays d'Europe de l'Est ne devienne un nouvel Afghanistan où l'agression impunie ferait jurisprudence. Leur objectif est clair, corriger les erreurs passées et empêcher la normalisation des annexions par la force dans le futur. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette zone de conflit? Nommez un orateur ou un média que vous estimez fiable et expliquez brièvement pourquoi. L'histoire récente regorge d'exemples tragiques qui éclairent la situation actuelle et justifient l'insistance sur des garanties solides. Pensons à la Géorgie en 2008 ou à l'annexion de la Crimée en 2014. Ces paix passées, conclues sans garantie de sécurité durable, n'ont été que des pauses illusoires. Elles ont permis à la Russie de consolider des gains territoriaux obtenus par la force, puis de reprendre ses agressions plus tard, avec une impunité accrue. Le mémorandum de Budapest de 1994 est une cicatrice profonde pour la diplomatie internationale. Dans cet accord historique, le pays à l'ouest de la Russie a renoncé à son vaste arsenal nucléaire, troisième puissance nucléaire mondiale à l'époque, en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Sa violation flagrante et répétée par la Russie, d'abord en 2014 puis de manière massive en 2022, prouve de manière irréfutable que les promesses russes sont sans valeur. Elles ne tiennent pas, elles ne valent rien sur la scène internationale, ce qui rend toute négociation future extrêmement périlleuse. C'est précisément pourquoi la coalition des volontaires a été formée dès février, avec une urgence et une détermination sans précédent. Initiée par l'Europe, la France et le Royaume-Uni en sont les coprésidents actifs. Elle regroupe déjà 30 pays engagés. Son rôle est essentiel, fournir des garanties de sécurité tangibles, incassables et opérationnelles à ce pays d'Europe de l'Est face au risque d'une paix rapide sans garantie, une paix qui ne serait qu'une ruse stratégique. Cette coalition, désormais activement et résolument soutenue par les États-Unis, est le pilier central de la nouvelle approche occidentale, une approche basée sur la force et la dissuasion crédible. La situation est d'une gravité sans précédent, un véritable test existentiel pour l'humanité. Le conflit dans le pays à l'ouest de la Russie est un test décisif pour la validité et la crédibilité de l'ordre international
post-Seconde Guerre mondiale et de la Charte des Nations Unies. C'est une tentative audacieuse de contenir une puissance nucléaire qui a décidé de ne plus respecter les frontières ni le droit international. Le président Macron a même établi une analogie puissante et troublante avec Taïwan. La manière dont nous agissons aujourd'hui déterminera notre capacité collective à défendre d'autres nations et peuples libres face à l'agression future. L'enjeu est planétaire. Quel événement dans le domaine de la sécurité européenne est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi il est important et mérite plus d'attention. Le chemin vers une résolution pacifique et durable est semé d'embûches. Il faut s'attendre à des négociations longues et difficiles, malheureusement entrecoupées de violences continues sur le terrain, de frappes dévastatrices et de pertes humaines. Chaque partie tentera inévitablement de renforcer sa position sur le terrain avant de s'asseoir à la table des négociations. La pression sur la Russie va augmenter progressivement, c'est certain, notamment via les sanctions économiques et l'isolement diplomatique. Mais la réticence de Poutine à vouloir la paix persistera tant qu'il pensera pouvoir gagner militairement, obtenir ses objectifs par la force et diviser l'Occident. La coalition des volontaires est appelée à devenir un pilier central du soutien à long terme, assurant la résilience militaire et économique du pays d'Europe de l'Est face à toute menace future. Son rôle sera de garantir que le pays agressé puisse se défendre et se reconstruire. Le pire scénario concevable serait un échec pur et simple des pourparlers, ou leur utilisation cynique et délibérée par la Russie pour simplement gagner du temps précieux et consolider ses positions actuelles sur le terrain. Si l'Occident se divise sur l'approche à adopter, faut-il privilégier les sanctions à tout prix ou négocier quoi qu'il en coûte? La Russie en profitera sans aucun doute. Cela mènerait inexorablement à la consolidation de ses gains territoriaux illégaux, à l'acceptation tacite des annexions et à un effondrement pur et simple de l'ordre international basé sur des règles, ouvrant la voie à d'autres agressions futures partout dans le monde. À l'inverse, le meilleur scénario verrait les réunions bilatérales et trilatérales aboutir à un cessez-le-feu immédiat, total et respecté par toutes les parties sous surveillance internationale. Il serait suivi d'un accord de paix durable, assorti de garanties de sécurité incassables, une armée locale forte, capable de se défendre, et un soutien international rapide et inconditionnel en cas de nouvelles menaces. Dans ce cas de figure idéal, Poutine serait contraint de négocier sérieusement sous une pression unie et croissante de la communauté internationale. Mais le scénario le plus probable reste un mélange complexe de tout cela. Des avancées lentes, des reculs violents et une lutte prolongée, épuisante et coûteuse pour toutes les parties. Votre pronostic sur les délais? Quand la paix arrivera-t-elle dans ce pays, à l'ouest de la Russie? Donnez un mois et une année, ainsi qu'une raison courte et pertinente. Ce qui s'est joué à Washington le 18 août est bien plus qu'un simple sommet diplomatique. C'est une confrontation directe, frontale, entre la détermination inébranlable des démocraties à défendre leurs valeurs fondamentales et la brutalité cynique d'un agresseur sans scrupules, prêt à tout pour réaliser ses ambitions impérialistes. Le président Macron a martelé un fait essentiel qui contredit toute la propagande russe et ces narratifs victorieux. L'armée russe a capturé moins de 1% du territoire de ce pays d'Europe de l'Est depuis fin 2022. Moins de 1%. Cela ne démystifie-t-il pas la perception de leur force supposée, de leur invincibilité autoproclamée? La guerre qu'ils prévoyaient de boucler en seulement 3 semaines dure maintenant depuis plus de 1000 jours. C'est un échec stratégique monumental, une arrogance qui coûte cher en vies humaines chaque jour, des meurtres quotidiens, des destructions incessantes de villes entières, une souffrance inimaginable pour la population civile. La question demeure brûlante et cruciale pour l'avenir. Comment l'Occident peut-il maintenir sa crédibilité, son unité et sa détermination face à un tel cynisme et une telle violence délibérée? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour des analyses honnêtes, sans filtre et profondément éclairantes sur les événements mondiaux. Cliquez sur la cloche de notification pour être instantanément informé de chaque nouvelle vidéo que nous publions. Votre soutien indéfectible est absolument essentiel pour nous permettre de continuer ce travail d'information indépendant et approfondi, mené avec intégrité
sans aucune complaisance envers le pouvoir ou la désinformation rampante. Et n'oubliez pas, si vous estimez que ce contenu apporte un éclairage indispensable et pertinent sur la situation actuelle, de le partager largement avec vos amis, votre famille et vos réseaux. Ensemble, nous pouvons promouvoir une meilleure compréhension des enjeux mondiaux. Où passe la ligne rouge infranchissable entre la souveraineté inaliénable du pays à l'ouest de la Russie et les ambitions territoriales illégales et impérialistes de l'agresseur? Expliquez votre point de vue en une seule phrase concise et percutante dans les commentaires ci-dessous.